Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 20 avril. Le printemps est déjà bien entamé et ça nous fait du bien. On va parler premièrement dans le premier reportage d'éoliennes dans Nicolet-Yamaska, donc le PCE-NY qui présente de nouvelles études. Voici mon entrevue avec deux dames bien impliquées dans le projet. Le collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska propose un outil aux municipalités. On en discute avec Janie Vachon-Robillard ainsi qu'avec Martina Bastien. Janie Vachon-Robillard, porte-parole du collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Martina Bastien, membre du collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Parlez-moi de la rencontre d'information qui va avoir lieu le 24 mars. Les éoliennes qui sont prévues dans notre région vont être de plus en plus grandes. C'est des éoliennes d'une nouvelle génération et elles émettent beaucoup de bruit, dans le bruit audible et inaudible. Les normes que le gouvernement utilise actuellement ils sont inadéquates pour protéger la population qui vit à proximité des éoliennes. Il y a des nouvelles études qui ont sorti les dernières années, entre autres une, et les résultats de cette étude qui a été faite en Suède suscitent beaucoup de questionnements par rapport à la réalité au Québec. Donc, on organise une rencontre de mise à jour. Il y a eu beaucoup de nouvelles études dans les 2 dernières années. Et dans toutes les démarches qu'on a faites jusqu'à maintenant, là, depuis qu'il y a eu un premier appel d'offres qui a visé Nicolet-Yamaska en 2023, on n'avait aucune étude sur les nouveaux modèles qui veulent installer, qui sont 6 et 7 mégawatts. C'était tout le temps des études qui portaient sur des éoliennes de 2 mégawatts ou moins ou autour de ça. Donc là, on veut faire une mise à jour scientifique. On donne l'information. Dans le fond, c'est Martina qui a fait une recherche depuis 2023. Elle feuillette, elle épluche en fait toutes les études scientifiques sur le sujet des éoliennes. Donc, elle avait la base pour comprendre les nouvelles études qui sont sorties puis pouvoir les vulgariser. Et moi, je l'accompagne là, dans l'animation de cette rencontre-là qu'on offre à toute la population parce qu'en fait, il y a un nouvel appel d'offres qui arrive en avril qui vise encore notre MRC et qui prévoit même qu'il y a un potentiel plus que 2 fois plus grand qu'avant. Donc, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir jusqu'à 167 éoliennes dans la MRC selon le nombre de mégawatts disponibles. Donc, c'est un enjeu qui va revenir sur la table des différents conseils des municipalités. C'est important que autant les élus que les citoyens soient au courant de la réalité des enjeux, des risques qui sont liés avec ces éoliennes-là. Cette rencontre aura lieu à quel endroit et à quelle heure? Oui, c'est le 24 mars à 19h au centre de loisirs de Grand Saint-Esprit. Pour ceux qui la manqueraient, est-ce qu'il y a des informations qu'on peut aller chercher facilement? Il y a un document sur le site de PCNY sur la santé, les éoliennes et les normes. Et aussi sur le site d'un autre regroupement, RVEQ, il y a un ensemble de tous les enjeux, la biodiversité, l'agriculture, les normes. Là aussi, c'est ça, toutes sortes de sujets sont abordés sur ce site-là, RVEQ aussi. Le collectif pour un choix éclairé, il y a un site qui s'appelle pourunchoixéclairé.ca. Et que là-dessus, on a fait un résumé de tout le dossier éolien, de toutes les rencontres d'information qui ont été tenues, puis les recherches qu'on a faites auprès de différents experts indépendants. Donc là, on peut retrouver l'information. Puis Martina parlait aussi du RVEQ, qui est le regroupement Vigilance Énergie Québec. Puis ça, c'est rveq.ca. Puis il y a une page consacrée aux éoliennes également. Il y a également un outil qui a été développé pour les municipalités. Parlez-moi-en davantage. Oui. En fait, ça s'appelle « Redynamiser la démocratie municipale ». C'est un guide qui a été élaboré à partir de toutes les informations, les suggestions que les citoyens ont fait. Si je vous explique le contexte, là, c'est que depuis 3 ans, il y a beaucoup de citoyens qui se sont questionnés par rapport aux éoliennes, qui se sont inquiétés de ce dossier-là. Et c'est des gens qui ont découvert ou redécouvert les instances municipales, aller à son conseil municipal, aller au conseil des maires, suivre les séances à distance ou en tout cas trouver comment on peut faire pour s'impliquer en tant que citoyen dans les décisions importantes. Les gens ont trouvé que la décision de mettre des éoliennes sur le territoire, c'était suffisamment important pour qu'ils soient consultés puis qu'ils puissent être partie prenante de cette décision-là.
Et ils se sont rendus compte qu'ils voulaient être partie prenante de d'autres sortes de décisions également. Ils se sont réinvestis dans la démocratie municipale et en même temps, ils étaient très critiques de dire, bien, la façon dont ça se passe au conseil municipal, ça ne me permet pas, moi, dans mon rythme de vie, de participer vraiment, de sentir que ma voix va être entendue puis va changer quelque chose. Et avait le goût que les choses changent. Donc, on a organisé une rencontre pour que les gens aient le temps d'échanger. Il y avait des élus et il y avait des citoyens, puis des ex-élus aussi dans cette rencontre-là. Puis on a échangé sur ce qu'on pourrait faire pour que les citoyens se sentent plus impliqués, que ça soit plus intéressant de venir au conseil, qu'ils comprennent mieux les enjeux puis les choses dont il est question. Et on a élaboré un petit guide à partir de vraiment ce que les citoyens ont proposé comme modification. Vous vouliez également me parler d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ça doit aussi tenir compte des OGAT, des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Il y a 9 OGAT. Il y a entre autres aussi l'agriculture et l'eau. Et l'OGAT numéro 9, c'est aussi favoriser l'implantation d'éoliennes sur les territoires. Cependant, si on lit attentivement l'OGAT sur la protection de l'eau, la loi sur l'eau et celui de l'agriculture, ça semble être en contradiction avec l'OGAT 9 des éoliennes. L'OGAT pour la protection d'eau, ça doit faire des prévisions pour les prochaines 30 ans des besoins dans l'eau et recenser les aquifères. Puis les éoliennes, ça pourrait éventuellement aussi affecter la qualité et la quantité d'eau disponible. Selon l'INSPQ, ils disent l'absence d'études, ça demande beaucoup de précautions. Je pense que ça prend aussi plus d'échanges. Oui. La qualité d'échange est difficile depuis qu'on est dans les projets éoliens. Peut-être à cause de la confidentialité aussi et tout. Mais vraiment, il faudrait qu'il y ait plus de dialogue lors des réunions à la MRC. Qu'est-ce que tu souhaites pour 2026? Moi, je souhaite que tous les citoyens de la MRC aient leur possibilité de s'exprimer sur s'ils veulent des éoliennes chez eux ou non. Qu'il n'y ait pas qu'on n'utilise pas soit le fait que les gens ne sont pas bien informés ou de considérer que c'est les élus en place qui peuvent prendre une décision aussi importante parce qu'ils ont été élus. Moi, je considère que c'est des gens qui représentent la population et ils doivent absolument savoir ce que leurs citoyens veulent. Le collectif pour un choix éclairé d'Anne-Nicolet-Yamaska souhaite que toutes les municipalités qui sont visées par les projets éoliens là, tiennent des référendums afin que les citoyens aient consenti à cette nouvelle orientation de développement du territoire. Dans le prochain reportage, on rencontre une réalisatrice d'ici qui s'illustre à la course des régions. La course des régions et la REC s'unissaient pour une présentation de films sur les aînés. On en discute tout d'abord avec une réalisatrice de notre région. Alors aujourd'hui, c'est à la présentation de la course des régions. On est venu au Centre du Québec, au Centre du Québec, excuse-moi, je scrape toute ton affaire. On est venu au cinéma Fleur de Lys pour présenter les 8 courts-métrages qui sont en compétition avec la course des régions. Le mien est en compétition, il s'appelle L'Estropié. C'est un documentaire mettant en vedette mon oncle ici, André Dufresne, qui joue justement L'Estropié dans ce court-métrage. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être comédien? Est-ce que c'était une première? Oui, c'était une première. C'était bien plaisant, j'ai bien aimé. Ça a duré une grosse demi-journée. J'ai un rôle muet, donc j'avais moins de stress, j'avais pas de texte à apprendre. Ça s'est bien déroulé. Et, moi, dans le film, je grimace, je fais des faces. C'était assez facile, je crois, pour moi de participer. Est-ce que c'était une première expérience pour vous en termes de réalisation? C'est la première fois que je réalise de solo. J'avais fait une co-réalisation en fait, mais c'est la première fois que je le fais toute seule.
Puis j'ai choisi la formule mockumentaire parce que c'est un peu plus facile. On était moins de personnes en termes d'équipe technique. On avait un budget quand même assez serré. Puis fait que c'est la première vraie expérience de réalisation. Moi, j'avais fait une formation de scénariste. Donc, quand on fait un mockumentaire, on doit lâcher prise, on doit laisser place à l'improvisation. Mais on avait quand même un plan de travail de qu'est-ce que je voulais faire, les entrevues avec les personnages. Puis aussi, tu sais, c'était vraiment... C'est un rôle muet, mais c'est quand même un rôle important de reconstitution dramatique dans un mockumentaire. Et puis, c'était très drôle. Oui, pareil, oui. Qu'est-ce que ça vous fait de présenter ça ici dans la région? C'est vraiment stressant. Il y a vraiment beaucoup de membres de ma famille qui se sont déplacés pour venir voir le court-métrage, puis je suis vraiment contente, c'est vraiment le fun. Le court-métrage aussi a été sélectionné au Festival Regard, donc il va être projeté le 20 mars de façon officielle dans le cadre d'un festival. Il est en compétition aussi dans la catégorie 100% région, donc on se croise les doigts qu'ils vivent une vie aussi au-delà de la course, parce qu'il y a des projections partout au Québec dans le cadre de la course, mais là, c'est la première fois qu'il va être dans un vrai festival, fait que c'est pas mal excitant. On a parlé de mockumentaire. Qu'est-ce qu'un mockumentaire? Est-ce que vous le saviez, André? Oui puis non. C'est un faux documentaire. Donc, c'est une parodie de documentaire, je crois, un peu là. C'est ça que j'avais compris. Moi, c'est comme ça que je l'ai joué. Oui, parce qu'un mockumentaire, c'est ça, c'est un faux documentaire. Mais ce qui était plus facile aussi avec des acteurs et des actrices qui sont pas professionnels, c'est qu'ils jouent une version d'eux-mêmes. Fait que, tu sais, quand on a fait la préparation, il y a eu plusieurs entrevues avec chacune d'entre elles, les personnes qui sont interviewées, pour leur parler de leur personnage, comment est-ce qu'ils vont répondre. Je leur ai offert aussi de choisir leur prénom, tu sais, pour qu'ils sentent qu'ils font partie du projet créatif. Mais à chaque fois, ça venait d'eux autres. Je posais des questions comme si on était dans un vrai documentaire, mais je les laissais aller avec ça. Il y avait déjà une ligne directrice de c'était quoi l'histoire. Tu sais, ils savaient l'histoire, mais ils pouvaient improviser. Puis c'est ça aussi qui était vraiment génial, c'est de laisser aller à l'improvisation, d'interviewer des personnes âgées qui parlent comme elles le disent. Tu sais, j'essayais pas de contrôler comment ils disaient, comme on aurait pu faire si on avait vraiment eu un scénario très, très scénarisé, serré. Là, c'était vraiment comme, dites-les dans vos mots, parce qu'on avait beaucoup préparé avant. Fait que ça donne quelque chose qui semble assez naturel, je crois. Lisanne, avec son court-métrage, elle a gagné le prix Émergence. Donc, un beau prix. Ben oui, Beau prix, on est content. Émergence. On espère qu'il va en avoir d'autres. Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été tournées dans la région? C'était vraiment scènes documentaires assises plus? Les scènes d'entrevue, on les a faites chez les personnes, puis ces personnes-là, ils habitent à Saint-Maurice, au Cap-de-la-Madeleine. Au centre du Québec, on a tourné chez mon oncle qui habite à Sainte-Monique, et il y a une scène devant l'hôpital de Nicolette. Donc, si vous êtes résident de Nicolette, vous allez reconnaître l'hôpital. Donc, mais tout a été tourné en région. Ça fait partie du cadre de la course qu'on doit tourner en région. Donc, on est venu en Mauricie et au centre du Québec pour tourner le court-métrage. Paul Éloi, c'est quand même un joli monsieur. Je pense que c'est ça qui a charmé Jacqueline au début. Mais elle, écoute, elle vivait que pour lui. C'était l'homme de sa vie, ça. Je m'appelle Anne. Je suis la sœur de Jacqueline et mon beau-frère est Paul Éloi. Pour moi, c'est un chien sale. Mais ça, c'est pour moi, là. C'était une présentation de 8 courts-métrages où il y a une représentation positive des personnes aînées à l'écran. C'est un projet, une collaboration entre l'AREC-CSQ, qui est le mouvement des retraités de la Centrale des syndicats du Québec, et la Course des régions, qui est un concours de la relève du cinéma qui existe depuis plusieurs années. La REC fait quoi en général pendant toute l'année? Et comment il sert ses membres? On fait tellement de choses. On couvre plusieurs sujets, que ce soit tous les sujets qui touchent les personnes retraitées, mais on va aussi jusqu'à défendre des dossiers en environnement, conditions des femmes, conditions des hommes, les dossiers qui concernent la retraite, par exemple, le pouvoir d'achat, des choses comme ça. Tous les dossiers qui touchent bien sûr la santé, le soutien à domicile, etc. Et on soutient plusieurs projets. Ça, c'en est un qu'on fait aujourd'hui avec la Course des régions. C'était pour nous une occasion d'avoir une représentation
participation positive des aînés à l'écran. On a 60 000 membres au Québec à la REC. Puis on l'entend souvent, ça, qu'on ne se reconnaît pas à l'écran. Les personnes aînées ne se reconnaissent pas à l'écran. Ils voient surtout des personnages stéréotypés, perçus négativement, des gens malades, des gens grabataires. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous être les agents de changement? Pourquoi pas nous financer, par exemple, appuyer la relève du cinéma et produire des courts-métrages où on voit des personnes aînées dans toutes sortes de fictions. Et le résultat, bien, il est vraiment au rendez-vous. Là. On a toutes sortes de films, toutes sortes de scénarios. Et ce qu'on entend des personnes aînées, de nos membres qui viennent voir les films, c'est ça. On est enfin content d'avoir des gens qui nous ressemblent à l'écran et qui vivent toutes sortes d'aventures parce qu'après la retraite, il y a encore une vie. On peut encore vivre des aventures, on peut encore rencontrer l'amour, on peut encore faire la paix avec nos regrets, etc. Donc, on voit toutes ces facettes-là un peu du vieillissement à travers ces fictions-là. Ces fictions-là sont disponibles à quel endroit si on veut les visionner? En fait, ces films-là sont disponibles malheureusement que pour les membres de l'AREC. En ligne, donc les gens peuvent aller sur le site de l'AREC, arec.lacsq.org. Ils ont besoin de leur numéro de membre pour accéder aux films, parce que pour le moment, les films sont, on va dire, de nature privée pour les membres et aussi les cinéastes peuvent participer à des festivals à travers le Québec. C'est pour ça qu'ils ne sont pas diffusés de manière publique. Donc les membres peuvent aller sur le site, rentrer leur numéro de membre, visionner les films et voter. Nous, à l'AREC, on a notre congrès en juin et il va y avoir un prix de 5 000 remis pour le coup de cœur, finalement. Le film qui aurait été le coup de cœur des membres de l'AREC. On se transporte maintenant en été avec un reportage de Claudie Geoffroy qui nous présente le traditionnel tournoi de balles de nez de Saint-Grégoire. 12 juillet 2025 en direct de Saint-Grégoire pour le traditionnel tournoi de balles molles annuel. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y invite avec moi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Grégoire? C'est notre tournoi annuel de balles molles. Comme à chaque année, là, on en fait une édition par année. Fait que c'est notre tournoi. Et là, ben, ça fait plusieurs années quand même que ça a lieu. C'est la combienième édition? Sais-tu? Bonne question. Je sais pas. Moi, ça doit faire une dizaine d'années, certain, que je m'en occupe. Là, même plus que ça. Là. Fait quand même, t'es rendue une pionnière du tournoi de balles. Oh, oui, oui. Rendue habituée. Mais là, en plus, t'as plusieurs chapeaux. En plus d'organiser, je pense que tu joues. Ça se peut? Ah oui, là, j'ai fait mon retour au jeu cette année pour 2 games. C'est assez. Puis là, parlant des équipes, il y a combien d'équipes inscrites dans le tournoi cette année? Cette année, il y a 7 équipes d'inscrits. OK. Puis là, dans le fond, ça se déroulait tout sur une journée. Peux-tu m'expliquer un peu le déroulement de la journée? Oui, c'était toute la journée. Ça commençait à 9h ce matin, puis toute la journée, la finale est à 8h ce soir. Donc là, beaucoup d'équipes, ça a amené quand même un bon roulement ici aujourd'hui. Fait que j'imagine que ça a pu permettre aux installations de vivre aujourd'hui. Oui, la petite cantine, on a un petit resto-bal qui a viré en masse pour la journée. Fait que c'est le fun. Ça fait des profits pour les loisirs. Puis dans le fond, à l'issue de ce tournoi-là, j'imagine qu'on va pouvoir retrouver un autre tournoi l'an prochain. Oui. La classique annuelle devrait revenir l'année prochaine. Oui, mais s'il y a des gens qui souhaitent s'inscrire, qui voient ça aujourd'hui, puis disent hey, moi, j'aimerais ça être là l'an prochain, où est-ce qu'on peut vous rejoindre, des loisirs ou même pour le tournoi? Oui, il peut soit me contacter moi directement, Ariane Rousseau sur Facebook, sinon passer par la page des loisirs de Saint-Grégoire aussi. Eh bien, Ariane, je te remercie beaucoup, puis on te souhaite une belle fin de journée au tournoi. Merci! C'est donc une édition réussie pour le tournoi de balles molles de Saint-Grégoire. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! On discute maintenant de la semaine d'immersion dans le monde des métiers d'urgence avec Claudie Geoffroy. 17 juillet 2025, en direct de Sainte-Sophie-de-Lévrard pour un camp mettant à l'honneur les métiers d'urgence. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y invite avec moi. Un camp 9-1 que j'organise avec un collègue aussi qui n'est pas présent. Pour une durée d'une semaine, je fais vivre aux jeunes les 3 métiers d'urgence. La police, les pompiers et les ambulanciers. Okay. Donc là, un camp de jeunes, il y a combien de jeunes qui participent à ce camp-là cette semaine? Cette semaine, j'ai 10 jeunes. Je peux accueillir jusqu'à 14 jeunes, mais cette année, j'ai un camp de 10 en fait. C'est des jeunes de quel âge à quel âge à peu près? Des jeunes de 12 à 17 ans. J'ai déjà 2-3 jeunes qui ont l'intérêt de rentrer pompiers. Ils ont presque l'âge pour être embauchés. Nous, on embauche à partir de 16 ans. Puis j'en ai quelques-uns qui ont 16 puis 15 ans.
Comme tu disais, c'est pas la première année que tu es dans l'organisation puis même dans la participation de cet événement-là. Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Ça va faire ma 2e année que j'organise le Cannes F1. J'ai participé moi aussi au Cannes F1 à 3 reprises quand j'étais plus jeune. Puis là, ben, je suis rendue que c'est moi qui anime le Cannes F1. Fait que j'imagine que c'est ça qui t'a donné envie de t'impliquer par la suite puis de faire vivre cette expérience aux jeunes? Oui, exactement. Là, mettons qu'on parle un peu du déroulement de la semaine. Comment ça se passe pour ces jeunes-là qui s'inscrivent puis qui viennent découvrir les métiers? Nous, on a commencé la semaine lundi avec les métiers de pompiers. Je leur ai fait découvrir comment utiliser un extincteur, comment opérer une pompe, manœuvrer des lances. Le mardi, on a joué avec les appareils respiratoires, comment se déplacer. Puis on a eu une nouveauté cette année. On a invité la SOPFEU, des pompiers forestiers qui éteignent des feux de forêt. Okay. Mercredi, on a été au poste de police et à l'École nationale de police pour faire découvrir le métier d'urgence de la police. Puis aujourd'hui, on est aux ambulances avec à Sainte-Sophie. Puis on finit la journée avec une belle simulation avec une maison puis de la fausse fumée. OK, donc c'est quand même une semaine assez chargée là, pour ces jeunes-là qui découvrent tous les métiers. Oui, exactement. C'est une belle journée, une belle semaine où on va les brûler en masse, les jeunes. Donc toi, ben là, tu t'impliques, toi tu l'as vécu aussi, fait que de voir ces jeunes-là qui le vivent à nouveau pour la première fois, qui découvrent les métiers puis qui découvrent peut-être leur carrière pour l'avenir, comment tu trouves ça de les voir aller? Moi, je trouve ça super le fun de voir qu'on pourra avoir de la relève plus tard, puis peu importe dans le métier d'urgence, ça nous en faut des jeunes intéressés à vouloir faire les métiers d'urgence. Toi, Alison, est-ce que c'est ta première participation au Cannes F1? Oui, parce que oui. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire au camp? Ben, mon frère, il est déjà allé, puis ben, il avait dit que c'était le fun. Fait que là, ben, maman, elle en parlait, fait que ça me tentait. Puis ben, aussi, moi, plus tard, je vais être ambulancière. Mais peut-être. Puis ben, peut-être, ben là, on a vu de la police, fait que là, ben, là aussi, ça me tentait. Fait qu'il y a plusieurs métiers, finalement, que tu découvres puis qui semblent fun. OK, cool. Fait que là, c'est ça, la semaine est commencée déjà. Ça fait quand même quelques jours que vous participez au camp. Comment tu trouves ça à date? C'est vraiment le fun. Beaucoup. On apprend plein de choses. Genre sur les pompiers. On est allé hier à l'école, au centre de police. On est allé à l'école de police à Nicolette. Puis c'était vraiment, on a bien aimé. Puis de travailler avec des intervenants, tu sais, comme avec Virginie qui est ambulancière. Je pense que vous avez rencontré Guy qui est pompier aussi. Oui. Comment tu trouves ça de les rencontrer et de dire, hey, eux, ils ont fait leur métier là-dedans, ça pourrait être moi dans quelques années. Comment tu trouves ça? Ben, je trouve ça genre vraiment épatant parce que genre, mettons, je me dis, eux sont déjà allés dans le feu, puis ils sont courageux. C'est vraiment le fun de voir les personnes devant nous là, qui ont du courage puis tout. Fait que là, ben, il vous reste une grande étape, je pense. C'est une grande journée là, avec dans le feu et tout ça. Comment est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce que tu as hâte? Comment tu vois ça? Demain, j'ai vraiment hâte. Demain, c'est genre une journée de simulation. Ils vont mettre de la fausse fumée. Puis là, ben genre, on va être en équipe de 2. Il y aura des groupes qui vont chercher les victimes dans le... Ils vont rien voir avec le masque et tout. Il y en a, ils vont être à la radio. Il y en a, c'est juste ça que je sais, là, mais j'ai vraiment hâte à demain. Fait que ça va être une belle journée. Puis au final, ben, tu as pu aller tester un de tes métiers de rêve d'ambulancière puis en découvrir d'autres. C'est vraiment une belle semaine, ça? Oui. Je m'appelle Guy Lemieux. Moi, je suis directeur incendie depuis le début de l'année 2025, janvier 2025. Avant ça, j'ai été préventionniste de 2016 à la fin 2024, le préventionniste incendie. Et je suis pompier à temps partiel depuis une trentaine d'années. Et là, ben, tu diriges, je crois bien, le camp 911 cette semaine? Bien, en fait, je dirige de loin. J'ai une belle équipe. Moi, je l'ai fait de 2016 à 2024. Moi, c'est moi qui s'occupais des jeunes à la semaine longue. Maintenant, mon équipe s'est bonifiée avec 2 autres préventionnistes et c'est eux là, qui ont pris ça de main de maître là, depuis 2 ans. Donc, quand même, c'est la 9e édition cette année du Cannes F1 2016? C'est la 14e. C'est 2010 qu'on a commencé. Fait que c'est la 14e, en fait, parce qu'il y a une année COVID. Donc, première année 2010. Depuis ce temps-là, le Cannes F1 existe dans la MRC de Bécancour. Pourquoi on a mis ça en place, le Cannes F1? À l'époque, mon prédécesseur, M. Demers, a mis ça en place pour essayer de présenter les métiers d'urgence aux jeunes et donner le goût de peut-être s'impliquer dans la société. On ne se le cachera pas, on n'a pas beaucoup de main-d'œuvre. Pompier temps partiel,
C'est à temps partiel, on se le dit. Donc, ils voulaient présenter le métier d'urgence aux jeunes, et puis sous forme de camp d'été d'une semaine. Donc, ambulanciers, policiers, pompiers. Et depuis ce temps-là, on récupère à peu près 1 à 2 jeunes environ, moyenne par année, qui devient pompier à temps partiel dans notre service incendie ou dans un autre service incendie. Donc, j'imagine que de voir tous ces jeunes-là qui, année après année, viennent découvrir les métiers puis qui aspirent peut-être à une carrière comme la tienne, ça doit te faire chaud au cœur de voir ça? C'est très, très valorisant de voir ça. En plus, j'avais parlé à Virginie, qui s'occupe du camp présentement. Elle l'a fait 3 fois, Virginie, le camp 911. Donc, pour moi, de voir ces jeunes-là, on en a 3 ici aujourd'hui qui travaillent avec nous. Ça fait très chaud au cœur que ce projet-là, et ce projet-là fait des petits ailleurs, dans d'autres MRC. Donc, pour nous, c'est une très grande réussite. Puis il y a quand même beaucoup d'endroits là, qui sont impliqués dans ce projet-là. Je pense que vous avez passé le début de la semaine à Deschaillons. Là, vous êtes ici aujourd'hui à Sainte-Sophie-de-Lévrard et il y a aussi des sites à Nicolette et à Lemieux. Donc, il y a quand même un beau regroupement de gens qui se mobilisent pour faire découvrir les métiers aux jeunes. Effectivement, on a tous les milieux qui se réunissent. On a les ambulanciers qui sont là. La Sûreté du Québec, enfin, on va visiter le poste à Gentilly, on va visiter l'École nationale à Nicolette. Ce que les jeunes, je vais vous le dire, ils triplent, là, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à l'école à Nicolette. On est très choyés. Chaque pompier de chaque caserne, on est 6 casernes. On essaie de se promener le plus possible. Demain, on a une grosse journée à Lemieux. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. On a même les services d'urgence de 911 qui se joignent à notre camp. Donc, on n'a pas de difficulté à trouver des partenaires avec nous. Si jamais on souhaite vous rejoindre, un jeune qui voit ça, qui dit « Hey, moi, j'aimerais participer » ou encore un parent qui dit « Je pense que mon jeune aimerait ça », comment on peut vous rejoindre? Honnêtement, on peut nous rejoindre à la longueur d'année, mais pour les inscriptions, par faute de succès, bien, on est victime un peu de notre succès. On ne prend pas les inscriptions avant mai. Lorsque les publicités sortent en mai, on commence à prendre les inscriptions parce que sinon, on se faisait réserver. On était plein 2 mois après la fin du camp de l'année précédente. Donc, mais si vous voulez avoir des informations, on a la page Facebook, on a le site Internet de la MRC Bécancour. Vous pouvez nous appeler ici au bureau au 288-5694. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Et c'est un superbe camp d'une semaine. Et les parents aussi sont contents parce qu'habituellement, les jeunes dorment très bien le soir. C'est donc une édition réussie pour le camp 911 2025. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! On vous présente maintenant une entrevue sur Circonflexe, prêt pour bouger. 7 juillet 2025, je me trouve présentement au Centre des loisirs de la municipalité du Grand Saint-Esprit pour le lancement d'une nouvelle initiative sportive. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Moi, je suis Chantal Fleurant. Je suis adjointe et responsable de la vie communautaire puis des loisirs de la municipalité de Grand Saint-Esprit. C'était l'inauguration de nos casiers pour du prêt d'équipement de loisirs et de sport en collaboration avec Loisirs Sport Centre du Québec. Puis, c'est des casiers qui permettent de prêter des équipements, de mettre à la disposition de la population des équipements tout à fait gratuitement. Donc, l'été, on a des équipements d'été. L'hiver, on aura des équipements d'hiver. On essaye de couvrir à peu près tous les âges, mais là, on est en première phase. Donc, c'est évolutif, puis on va s'adapter aux demandes, aux suggestions, à l'usage que les gens en font aussi, là. On commence à en voir de plus en plus des boîtes, des projets comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie là, de dire « Cette année, c'est notre année, on se joint au mouvement ». On l'avait déjà dans le collimateur depuis un petit bout de temps, puis les astres se sont alignés pour que ce soit en 2025 là, que ça soit mis sur pied et fonctionnel aussi, là. Mais oui, c'était une tendance là, qui est de plus en plus répandue, même à travers le Québec. Là, Circonflexe fait de plus en plus de petits, là, mais on est parmi les premiers là, au centre du Québec à avoir une petite centrale de prêt comme ça, là. Moi, je participe aux rencontres quand il y a des rencontres et c'est là qu'ils nous ont fait part de la possibilité, qu'ils nous ont offert d'adhérer à ça. Donc, j'en ai discuté avec le directeur général qui était tout à fait d'accord, les élus aussi. Donc, là, j'ai eu la permission pour vraiment le mettre sur pied. Puis, il y a des sous aussi qui viennent avec ça, là. Il y a une aide financière qui nous est octroyée. Donc, c'est ça. Fait que ça nous a permis de commencer. Nous autres, on voulait y aller simplement. Donc, c'est des casiers avec des clés.
puis c'est la même clé pour les 6 premiers casiers. Puis on a un coffre aussi là, qui est installé à un autre endroit qui nous permet de ranger des équipements d'une autre dimension. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces coffres-là pour les gens là, qui vont venir, qui vont adhérer à ça? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme activité? Il y a du pickleball qui est extrêmement en vogue ces temps-ci. Donc là, on a 4 raquettes, donc c'est possible de jouer à 2 ou à 4. On a un terrain, mais fort probablement qu'il y aura un deuxième terrain dans un très, très proche avenir. On a aussi du tennis, parce qu'on a un très beau terrain de tennis aussi, avec une surface vraiment professionnelle. On a des jeux de sable, parce qu'on a aussi un très beau parc pour les enfants. On a aussi des frisbees, parce qu'on a un terrain qui a déjà été un terrain de football, fait que c'est quand même un grand espace. Fait qu'on a ces équipements-là. Dans le coffre, lui, qui est situé à l'arrière du terrain de tennis, on a un très beau terrain de pétanque qui est neuf, lui aussi, qui est très beau. Puis à cet espace-là, il y aura les jeux de poche, le jeu de poche avec le cornhole qu'ils appellent, le jeu de pétanque évidemment, puis les jeux de quilles finlandaises aussi, qui seront disponibles dans ce coffre-là. Donc, il y en aura vraiment pour tous les goûts, là, de ce que je peux en comprendre. Bien, on en couvre beaucoup, là. De tous les goûts, on verra. Là, j'ai eu quand même aussi des suggestions, donc c'était très intéressant de rencontrer les gens aujourd'hui là, pour faire la distribution des clés, puis aider aussi à mettre les gens en contact entre eux autres. Les gens étaient très emballés, ils sont arrivés tôt, puis ils étaient bien contents de voir qu'il y avait ça à leur disposition. C'était comme si on leur offrait un gros cadeau. Puis aussi, on a eu beaucoup la demande là, de faire le réseautage entre ces gens-là, de les mettre en contact entre eux autres, là, puis d'organiser des plages horaires, là, de présentez-vous entre telle heure et telle journée, c'est de la pétanque qu'il y aura, ou même chose pour le pickleball, même de l'initiation au pickleball. Donc, on a eu des belles demandes, puis les gens avaient une soif de ça, là. Donc, j'ai du travail à faire aussi là, en repartant là, ce soir. Là, je suis très, très contente. À quoi vous aspirez pour les prochaines années? Où est-ce qu'on va amener ce projet-là? Oh, ça, c'est une très bonne question. On va aspirer peut-être à spécialiser nos équipements, peut-être à avoir encore plus de casiers. Bien, c'est assurément plus de casiers, là. Peut-être un lieu reconnu pour la pétanque, là. Je le nomme souvent, mais ça revient vraiment là, à la mode, là. Donc, il y aura ça, puis peut-être que la patinoire en entier sera devenue un terrain de pickleball, là, puis qu'il y aura plusieurs terrains côte à côte. Sait-on jamais, peut-être qu'on accueillera un championnat quelconque de pickleball, on ne sait pas, là. Comme tu disais tout à l'heure, bien, ça va être quelque chose qui va être disponible à l'année longue. Donc là, c'est sûr qu'on lance le projet en été, mais en hiver, on va aussi adapter l'équipement pour permettre la pratique de sport d'hiver, c'est bien ça? Oui, absolument. On va avoir des raquettes, on va avoir des aides aux patins, des bâtons de marche, parce qu'on sait qu'on a un très, très beau sentier de ski de fond puis de raquettes ici, là, à proximité. Donc, c'est sûr que ça, c'était un incontournable là, de pouvoir mettre à la disposition de la population des équipements pour emprunter le sentier, là, parce que ça fait partie du Grand Saint-Esprit. Là, donc, oui, il va y avoir ça aussi pour l'hiver. Si on veut vous rejoindre, on a envie de s'inscrire, on a envie de venir participer, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Bien, vous me téléphonez au 819-289-2410 à la municipalité de Grand Saint-Esprit. On est aussi très facilement rejoignable sur les réseaux sociaux. Ça va nous... Ou vous présentez au bureau, tout simplement. On est toujours très content d'accueillir là, la population. Puis, c'est ça, vous pouvez nous faire part de vos idées, de vos intérêts, des demandes spéciales, organiser des plages horaires, des suggestions de nouveaux équipements. Venir chercher une clé si vous n'avez pas votre clé. Donc, on invite tout le monde, là. Je me suis également entretenue avec Maëlie Thé-Boisvert, une jeune résidente du Grand Saint-Esprit. Je lui ai demandé de me partager ses impressions sur le projet. Je trouve ça vraiment amusant, je trouve ça vraiment cool et le fun parce que là, on a plein d'équipements que tout le monde peut utiliser. Puis ça permet de, mettons, à des débutants qui voudraient essayer d'autres sports ou d'autres petits trucs, de pouvoir le tester, c'est vraiment le fun. Donc là, bien, on sait qu'il va y avoir quand même plusieurs options là, quand même d'équipements sportifs qui vont être disponibles. Ça va être quoi le premier que tu vas essayer? Oh, ça c'est une bonne question, mais j'irais vraiment avec les quilles finlandaises. Là. J'ai joué récemment, puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Là, fait que ouais, pas mal les quilles. Là. Est-ce que ça va être une activité que tu vas faire en famille, en amis, en solo? Sais-tu un peu comment tu vas planifier ta journée? Ben, je veux vraiment initier ma mère au sport. Après ça, on verra. Mais pour commencer, ma mère, puis peut-être ma soeur par la suite. L'initiative Circonflexe Prêt pour bouger est donc lancée à la municipalité du Grand Saint-Esprit. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt!
L'été dernier, Claudie a pu assister à un projet qui s'intitule « Archéologue d'un jour ». 7 août 2025, en direct du Musée des Abénaquis d'Odanak pour une journée archéologique bien spéciale. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Dans le cadre du mois de l'archéo, on a organisé une activité de découverte archéologique, d'initiation aux fouilles archéologiques avec les jeunes de 5 à 12 ans. Donc, est-ce que c'est la première année? Est-ce que c'est la première fois que vous organisez un événement de ce type-là? De ce type-là, oui. Par contre, ça fait plusieurs années, là, plus de 10 ans qu'on participe au mois de l'archéo, mais cette année, particulièrement, on adresse notre activité aux plus jeunes. Et comment ça se déroule pour un jeune qui vient participer à l'activité? Oui, en fait, d'abord, on montre à l'enfant quels sont les outils qui sont utilisés par les archéologues. Puis ensuite, on lui indique comment manipuler ces 10 artefacts-là, objets-là. Puis ensuite, il va commencer à creuser le sol. Et qui sait, peut-être trouvera-t-il des artefacts là, sur son passage. Les jeunes vont avoir la chance de découvrir des artefacts. Est-ce qu'ils vont pouvoir en ramener à la maison? Bien, en fait, dans le bac d'archéo où ils sont en train de fouiller en ce moment, il y a presque 100 objets qui sont cachés. Parmi ceux-là, peut-être qu'on peut dévoiler un petit mystère, mais il y a entre autres des belles pointes de flèches qui sont cachées là. Et les enfants vont pouvoir, suite à l'activité, se fabriquer un magnifique collier avec lequel ils vont pouvoir repartir à la maison. Ça va leur faire un beau souvenir de leur activité au musée aujourd'hui. Au terme de la journée, là, je pense qu'il y a eu une belle réponse. Vous avez eu un beau taux d'engagement. Les gens ont voulu venir vivre cette activité-là aujourd'hui. Beaucoup de monde intéressé? Oui, vraiment. On a ouvert 2 plages horaires, une à 13h, une à 15h. Puis les 2 groupes sont complets, là. On est vraiment contents. Donc, une belle journée comme ça, une belle réponse aussi, j'imagine que c'est encourageant. Est-ce qu'à l'avenir, on pourra avoir une deuxième partie de fouilles archéologiques? Qui sait, peut-être que l'année prochaine, on ramènera cette activité-là. Mais tu sais, en plus de s'initier à l'archéologie grâce à cette activité, on apprend plein de choses sur la culture des Premières Nations. Donc, les artefacts parlent. Donc, quand on découvre un objet, on peut en apprendre plus sur la Première Nation des Abénaquis, là, ce qui est vraiment le but de l'activité aujourd'hui. Et Vicky, si on souhaite vous rejoindre, venir visiter le musée des Abénaquis puis voir toute la programmation que vous offrez à la population, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? On peut aller sur notre site internet www.museeabénaki.ca ou nous suivre sur notre page Facebook ou Instagram. C'est donc une activité archéologique réussie pour le musée des Abénaquis d'Odanak. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Le blé d'Inde était à l'honneur à Saint-Célestin et on en parle pour vous donner le goût à la prochaine édition. 25 juillet 2025, je me trouve présentement à Saint-Célestin pour le traditionnel Festival du blé d'Inde. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Je suis Cédric Belrose, président du Festival du blé d'Inde. Cédric, c'est la combienième édition du Festival du blé d'Inde? 23e, on va dire 23e et demi parce qu'on a eu une édition COVID que je compte pas trop, là. Avec 23e. Qu'est-ce qui attend les festivaliers cette année? Qu'est-ce qu'il y a au programme au festival? Hier, on a eu Éric Masson. À soir, on a Francis de Grandpré, Matt Lang, Dan Desnoyers. Demain, on a Gab Forêt, on a David Pinault. Puis on a Danick Bastien en musique. Sinon, on a un rodéo, il y a des tournois sportifs, donc une zone famille. Donc famille, le monde de party, le festival est pour ça. Les gens avaient hâte de venir au Festival du blé d'Inde cette année. Vous avez eu un bon taux de réponse. Combien de personnes vous attendez en fin de semaine? À soir, là, on devrait être proche du complet si on ne sera pas complet. Donc 3000, 3500 personnes là, qu'on attend ce soir. Là. Durant toute la fin de semaine, un bon 5-6 000. Là. Donc toi, Cédric, ça fait déjà quelques années que tu es dans les rouages du Festival du blé d'Inde. Si tu avais à décrire cette édition-ci en 3 mots. La numéro 1. Hey, c'est parfait. Tu as une grosse équipe, j'imagine, Cédric, qui t'entoure pour mettre ça en place. Cette semaine, je veux les féliciter. On a eu 25 bénévoles à tous les soirs. Puis c'est notre plus grosse édition, puis c'est l'année la plus facile. Donc, un gros merci à nos bénévoles. Maintenant, c'est une grande histoire d'amour là, entre le Festival du blé d'Inde. Oui, ben en fait, j'ai toujours participé en tant que festivalière. Par la suite, je me suis impliquée aussi dans le tournoi de volleyball. Puis là, depuis quelques années, là, je suis au niveau d'organisation, un peu de tout là, avec cette belle équipe-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de t'impliquer?
En fait, c'est vraiment le sentiment de devoir accompli, le fait que on travaille toute l'année, on est une équipe en arrière de tout ça, puis on travaille fort pour mettre en œuvre là, ce beau festival-là. Puis c'est le sentiment le soir que là, tu sais, comme là ce soir, il y a du monde, on est content, le monde sont heureux, c'est un bel événement, puis c'est vraiment le fun pour tout le monde. On sait que, bon, toutes les parties du festival sont le fun, mais c'est quoi ta partie préférée? Ben c'est sûr que là, plus ça va, plus on a des belles brochettes d'artistes. Donc ça, c'est vraiment le fun. Sinon, je pense que c'est le fait aussi de petite communauté. Veut pas, on habite dans des petits villages alentours, donc c'est le fun, on voit notre monde, on a du plaisir, c'est une belle occasion pour se réunir et se rencontrer. Si on veut soit s'impliquer ou même venir célébrer l'an prochain, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Tout à fait, via vraiment les loisirs, là, donc c'est vraiment les loisirs qui s'apportent le tout, là, donc soit par courriel, via notre page Facebook, même via les réseaux sociaux du Festival du Vieux-Dinde, on est super ouverts aux nouvelles projets, aux nouvelles idées, puis... Je m'appelle Matt Lang, puis c'est ça, je fais du country, je suis bien content d'être ici à soir. Matt, qu'est-ce qui t'a poussé à venir nous voir cette année au Festival du Vieux-Dinde? Ben c'est la première fois, on n'est jamais venu ici, fait que pour vrai, on s'est dit OK, on va aller voir ça, on va aller, puis pour vrai là, c'est plein à craquer, on va avoir du fun, puis il y a un beau line-up en plus pour toute la fin de semaine, fait que on n'avait pas le choix de dire oui. À quoi les festivaliers peuvent s'attendre de ton spectacle ce soir? Ben c'est sûr que c'est très party, on fight, donc ça y va sur un temps. Les autres, mon drummer il dit ça souvent, en cas de doute, gaz au bout, mais c'est ça, gaz au bout. J'adore cette philosophie. Là, la question qui tue, as-tu mangé du blé d'Inde depuis que t'es arrivé ici? Pas en tout. Va falloir remédier à ça, Je sais. Puis je voulais, mais finalement, j'ai pas été capable, mais j'aurais aimé ça. En 2 tours, on va t'apporter un petit blé d'Inde. Ça, c'est bon. Ça serait bon. Hey, ben, on te souhaite un super bon show, Matt. Merci de nous rendre visite. Merci à vous autres. Merci beaucoup. C'est donc une 23e édition réussie pour le Festival du blé d'Inde de Saint-Célestin. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Voici maintenant notre reportrice Lynn Richard qui rencontre Pépé et sa guitare dans le cadre de la vie à Bécancour. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Pépé et sa guitare. Je vous présente à l'instant cet artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. J'ai vu ton horaire d'été et c'est excessivement chargé. Alors moi, là, je me trouve vraiment privilégiée de te voler un petit moment pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Quel moment t'as ressenti que tu étais vraiment un artiste puis que c'est ça que tu voulais faire dans la vie? J'avais 4 ans quand il y a un piano qui est arrivé chez nous. C'était un héritage que ma mère avait reçu. En fait, elle avait eu ça un peu d'argent, puis je pense qu'elle avait acheté un Yamaha debout pour 2000$. Et c'est là que j'ai réalisé que ma mère était très bonne au piano. Puis je suis tombé en amour avec, j'appellerais ça le pouvoir magique de la musique. J'ai tout de suite eu envie de posséder ça, puis de m'amuser là-dedans. Puis quand j'ai vu qu'on pouvait gagner sa vie là-dedans, bien, qu'il n'y a jamais rien qui m'a donné autant d'émotions et de satisfaction que la musique. Fait que pour moi, c'était un no-brainer. Ça a été... Tu t'es lancé puis tu te posais pas de questions? Non, je me posais plein de questions, mais pas est-ce que je devrais faire de la musique. Toutes les autres, je me posais comment faire de la musique, comment réussir à faire un bon enregistrement, faire un bon show, faire des bonnes tunes. C'est ça. Tu es aussi auteur-compositeur. J'ai tout le temps aimé ça, créer, faire mes propres chansons. Je sais pas si c'est parce que je suis pas bon en lecture à vue, fait qu'un peu par lâcheté, au lieu d'apprendre pareil, j'aimais mieux le faire à ma façon, mais finalement, c'est devenu un gros travail que de composer mes propres chansons, mais je changerais pas de place avec personne. C'est vraiment un beau métier. Puis tu as la chance d'avoir une agente. Oui, c'est ma femme, Karine Galland. Elle fait ma gérance depuis 12 ans maintenant, je pense. Puis c'est la meilleure. C'est elle qui me vend comme si j'étais Elvis le King. Elle croit en moi. Elle est là à tous mes spectacles. Puis avec elle, il n'y a aucune idée de projet ou de collaboration ou de création qui se perd parce que dès que j'ai une idée, je le prends en note. Puis après ça, on parle de ça dans nos meetings parce qu'on ne parle pas de travail à la maison.
Ça, c'est une affaire qui a sauvé le couple. Parce que, tu sais, s'il y en a qui travaillent en couple, qui nous écoutent à la maison, prenez note de ça. Vraiment, on se fait des meetings à toutes les semaines ou aux 2 semaines au Stratos, à côté, juste pour dire que le travail, c'est pas dans la maison. À la maison, on parle de la famille, des amis, de qu'est-ce qu'on va manger pour souper, etc. Ouais. Donc, c'est de cette façon que tu as réussi à concilier là, travail-famille, là? Oui, c'est pas évident, mais ça vaut la peine. Puis Karine était faite pour ça, puis moi aussi, j'étais fait pour ça. Fait qu'on, c'est vraiment une chance qu'on se soit rencontrés, puis que on est une super équipe. Tu sais, à 2, on fait la job de 7-8 personnes. Là, puis c'est toi qui produis tes tunes à ton studio? Oui, je fais la plupart de mes chansons. Je vais aller faire ce qu'on appelle des pré-productions. Fait que j'ai un studio chez moi, j'enregistre mes idées, mais la plupart du temps, je vais aller ailleurs pour réenregistrer parce que je me considère pas encore comme un fin technicien de son, puis un bon mixeur, puis un bon masterisateur, puis tout ça. C'est vraiment toutes sortes de départements que je me débrouille pour faire de quoi qu'il y a de l'allure, pour me donner une idée de « Ah, c'est bon ». Et des fois, ça arrive que je tombe direct dessus, puis que ça sonne bien, puis je fais « Hey, on touche pas à ça ». Je l'envoie se faire masteriser à quelque part à New York, puis après ça, je renvoie ça dans les radios, puis c'est prêt. Fait que c'est... Mais c'est tout le temps un travail de collaboration, mais je suis très, très autonome et très autodidacte. Là. Puis, tu fais des clips aussi? Au début de ma carrière, c'est pas moi qui les faisais. C'est quelqu'un qui me filmait et qui arrivait avec les idées de clips. Mais dans les dernières années, c'est ça. J'ai pris la caméra, puis c'est moi qui ai trouvé des idées. Mais écoute, je prétends pas réinventer la roue. Là. Souvent, c'est moi qui est là dans une scène quelconque, puis qui chante la chanson. Puis moi, je trouvais que ça fitait. Puis souvent, ça se passe ici à Gentilly. Parle-moi de « Je m'appelle Pépé », parce que j'ai eu la chance de l'écouter. Puis quand j'ai écouté ce clip-là, je le trouvais intéressant parce que j'avais vraiment l'impression de te connaître un peu plus, de découvrir ton authenticité, mais aussi l'importance de chanter en français. Ah ben merci. Dans le fond, depuis le début de mes albums, j'ai 10 albums, puis sur tous les albums, il y a au moins une chanson de présentation que je présente qui je suis maintenant, aujourd'hui, où est-ce que je suis rendu, où c'est que j'essaie de m'en aller. Puis la dernière que j'ai faite, c'est « Je m'appelle Pépé ». Je l'ai enregistrée, comme tu dis, dans ma chaloupe. C'est Karine qui est couchée en avant avec la caméra dans la chaloupe. Puis moi, je me prends comme ça, puis je chante ma chanson. Puis ça a été... C'est d'une simplicité redoutable, là, mais tu sais, c'est ça, c'est ma chaloupe. Puis c'est important pour toi d'interpréter en français? Ah, ben absolument. Puis c'est ma langue. C'est comme ça que je peux exprimer plus le fond de ma pensée. Puis ça prend... Je trouve ça le fun qu'il y ait de la musique qui nous parle à nous autres. T'sais. Fait que c'est ça que j'essaye de faire. Puis je trouve ça plus facile d'être original en français que d'être original en anglais. Fait que, tu sais, je suis pas raciste des Anglais. J'écoute énormément de musique anglaise, t'sais. Mais quand je fais ma musique, j'aime ça écrire en français. Je trouve ça thérapeutique d'écrire, en fait. J'ai le goût de te parler. En fait, tu as une collaboration avec Fred Jourdain. Fred, c'est un artiste extraordinaire, illustrateur qui fait surtout du dessin. Puis je l'ai... En fait, lui, il gagne sa vie en tant qu'illustrateur depuis qu'il a 16 ans. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et de créativité. Puis c'est lui qui m'a proposé d'illustrer l'univers de Pépé. Fait que qu'est-ce qui se passe dans la vie de Pépé entre 2 chansons? Fait que ça ressemble un peu à de la BD, mais c'est une image à la fois. Exemple, il va faire un dessin où moi et Karine, on prend un petit verre sur le quai en train de regarder le coucher de soleil sur le bord du lac, ou bien... Sinon, espérant avoir un moment de détente, tu as Karine qui est en train de changer la roue d'un troc, pendant que moi, je suis dans la boîte du troc en train de jouer de la guitare paisiblement. Mais dans le fond, si tu vois en arrière-plan, il y a un orage qui s'en vient. Fait que c'est qui essaie d'avoir un moment de détente puis qui ne l'aura pas? C'est-tu moi qui va se faire enlever la guitare par l'orage ou Karine qui se fait chier parce qu'elle change une roue pendant que moi, je joue de la guitare? Fait que c'est tout des... c'est intelligemment fait, c'est beau, puis je suis bien fier de ça. On fait des imprimés de ça. On peut les retrouver où? Là, pour l'instant, on peut les envoyer par la malle, mais j'ai ma boutique aussi. Tout à fait. Parle-nous de cette boutique-là. C'est bandpromo.com. Tu sais, maintenant, la musique ne se vend plus, c'est gratuit.
Puis on pourrait se mettre à se plaindre, mais c'est comme ça. Fait que moi, je suis chanceux, je vends encore beaucoup de spectacles, je suis bien payé pour mes spectacles. Fait que moi, j'arrive à m'en sortir comme ça, je suis chanceux. Et aussi en vendant des produits dérivés, je fais des casquettes, des t-shirts, des chandails, du papier à rouler, mandoline. Ben oui, c'est pas des jokes. J'ai des briquets, des gazous pépés, des cotons ouatés. Bref, on fait toutes sortes d'affaires. Je fais aussi des vinyles, mais on fait plus de disques laser parce que ça se vend plus. On reste pogné avec, puis c'est lourd à traîner, puis... fait que c'est ça. Fait que le monde change, il faut s'adapter. As-tu des projets qui s'en viennent? Oui, je vois pas le jour où je vais m'ennuyer. Honnêtement, j'ai plein de projets de collaboration, d'albums, de chansons. J'ai Twitch aussi qui va recommencer au mois d'octobre. Le 7 octobre, on recommence à tous les mardis à 8h30 le soir. C'est gratuit. Ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ça, Twitch, ben demandez à votre filleul, votre enfant ou votre jeune cousin, il va vous trouver cool de vous entendre parler de ça, Twitch, parce que c'est gratuit, ça sonne bien, l'image est bonne, puis en gros, c'est on vous reçoit dans notre sous-sol, on prend les demandes spéciales, des fois on les refuse parce qu'on fait comme chez nous, parce qu'on est chez nous. Bref, c'est une belle façon que j'ai trouvée depuis 5 ans de rencontrer mes fans hardcore et d'en créer d'autres aussi, puis un peu plus jeune. Fait que j'ai beaucoup de plaisir là-dessus. Ouais. Des rencontres presque personnalisées? 100%. Ça peut pas être plus réalité TV que ça. Là. On est dans notre cave, c'est live, il n'y a pas de coupure. On reçoit souvent des invités très intéressants. On a reçu Mike Ward, on a reçu MC Gilles, on a reçu Jeff Dubé, chanteur de Noir Silence. Beaucoup d'artistes intéressants qu'on a rarement le temps de discuter aussi souvent et de connaître profondément. On se trouve à l'Agora de Gentilly, puis là, tu vas faire un spectacle bientôt? Oui, le 26 août, c'est moi qui ai la chance de clôturer la saison de l'Agora de Gentilly. Je trouve tellement ça beau ce que la ville l'offre. Julie Desbiens qui fait un travail exceptionnel à chaque année pour organiser ça, aller chercher des commandites, faire la promotion. Là, on s'est joint un peu à elle, Karine et moi, pour l'aider à trouver des artistes. Fait que c'est le fun. La programmation, elle devient un petit peu meilleure à chaque année. Puis là, c'est ça. Moi, je vais faire ça le 26 août. J'espère qu'il va faire beau. Cette année, c'est la plus belle année à date. Il fait tout le temps beau. Fait que j'espère qu'on va l'avoir au complet avec moi. Parce que sinon, je suis même plus sûr où est-ce qu'on fait ça s'il pleut. Fait qu'il va faire beau. On va faire ça dehors. Je suis là sur Facebook. Si vous voulez connaître mes dates et les endroits où est-ce que je joue aussi, vous pouvez aller voir ça. Twitch, sinon on va sortir un album au mois d'octobre. J'ai aussi une nouvelle chanson qui va sortir. Je suis en train d'enregistrer un album live. Puis là, à l'instant, je suis en train d'enregistrer une nouvelle chanson aussi. Puis, fait que non, c'est ça, je m'ennuie pas. C'est super. Puis tu as le temps aussi de t'amuser un petit peu à l'extérieur de tes spectacles. Parce que j'ai vu que tu avais un hobby. Ah ben, boy, la pêche, je te dirais que ça faisait des années que j'avais pas touché une canne à pêche parce que, justement, l'été, je travaille tout le temps. Mais tu vois, cet été, c'est drôle, tu m'as dit que tu as vu mon horaire, j'avais l'air chargé, mais dis-toi que cet été, c'est un été tranquille comparé à l'été passé puis l'autre été d'avant parce que j'ai décidé de prendre ça tranquille, justement, pour prendre le temps plus avec ma famille. Puis avec les amis aussi, puis prendre le temps de pêcher, puis fait que... Ouais, je le fais parce que je peux, tu sais, fait que je suis très chanceux. En même temps, j'ai 47 ans, ça fait 23 ans que je suis dans le tapis, le gaz au fond là-dedans, fait que je commence à prendre mon beat un peu plus, puis prendre soin de moi. Continue d'inspirer les gens parce que je lisais sur ton Facebook, justement, qu'il y a un monsieur qui t'a écrit, puis qui a 56 ans, puis il a dit « Moi, grâce à toi, tu m'as vraiment conquis. J'ai commencé à suivre des cours de guitare. Je me disais que tu étais vraiment une très grande source d'inspiration, Pépé. » Vous allez sur YouTube, il y a Pépé et ta guitare. Fait que c'est Pépé et ta guitare, T majuscule, ta guitare. Et on peut apprendre, c'est moi qui vous apprends mes chansons étape par étape, vraiment pour, si vous voulez l'apprendre plus simplement, juste pour amuser vos amis sur le bord du feu, c'est ça. Mais aussi, il y a moyen de l'apprendre vraiment pour la jouer pareil que Pépé. Fait que je suis assez fier de ça. Allez voir ça. Je reçois beaucoup de bons commentaires. Ça a l'air que je suis un pas pire professeur. Super. Puis ma dernière question, là, moi, je me dis, ça vient d'où ça, Pépé? Ça veut dire pas pressé. C'est comme si je savais que j'allais vivre vieux. Fait que je prends mon temps. Mais ça veut aussi, c'est mes initiales, Philippe Proulx.
Mais ouais, mais ces temps-ci, je me dis que ça veut dire pas pressé. Mais ça change au fil du temps. Je te remercie énormément de m'avoir accordé ce petit moment-là. On connaît encore davantage Pépé et en fait, on se dit au prochain spectacle. Super, Mandoline. Merci. Prends soin de toi. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce bulletin de nouvelles printanier du 20 avril à Télécœur. Merci d'avoir été des nôtres et en attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à me contacter pour des idées, suggestions, commentaires de reportages. Donc au 88 714 2953 et pour ceux qui voudraient le faire par courriel, vous pouvez le faire aux nouvelles au pluriel à commercial-télécœur.tv. Merci et bonne semaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et
et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time.